Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau live Otaku. Donc je m'appelle Ame pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et je lis beaucoup de mangas. Non, c'est pas une blague en fait, je lis tous les mangas qui sortent. Alors, bienvenue à ce nouveau live Otaku. Donc ce soir, on va parler de shoujo, on va parler de romance parce que c'est l'été, puis on aime ça, avoir une romance de l'été. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours une romance de l'été. La romance, comme il y a la toune de l'été, ben, il y a aussi la romance de l'été. Fait que moi, mon but, c'était de savoir, pour vous, quelle avait été la romance cet été, celle qui vous a fait le plus triper. Partagez-moi un petit peu, un petit peu vos goûts en matière de shoujo de l'été. Alors, évidemment, moi je vais être là aussi pour vous parler de mes romances de l'été, de mon top romance de l'été. On va parler de shoujo, c'est un genre qui, selon moi, est trop méconnu, puis est trop souvent méprisé, puis stigmatisé. Alors j'avais envie de vous en parler un peu plus, fait que je vais vous expliquer un petit peu quelques particularités sur le shoujo, son historique, d'où ça vient, pour qui c'est, parce qu'il y a beaucoup de clichés autour de ça, fait que j'avais envie de démystifier un peu tout ça. Puis bien sûr, je sais que vous êtes là pour avoir des titres, pour avoir des recommandations, fait que ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu une énorme pile juste là. Oh, il y a un manga qui tombe. Bon, ça arrive des fois. Ils se sentent mal. Fait que je vous ai prévu une très très grosse sélection d'excellents shoujo, des classiques comme des nouveautés ou des trucs qui nous ont vraiment plu, qu'on conseille très très souvent. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à me poser des questions s'il y a des choses que vous voulez savoir en particulier, à partager vos mangas préférés, vos shoujo préférés, vos shoujo que vous n'aimez pas aussi. On aime ça aussi, savoir quand vous aimez pas, parce que souvent ça part des discussions très très drôles. Alors, commençons avec le genre shoujo, qu'est-ce que c'est, puis un petit peu son histoire. Comme je le disais, c'est trop souvent sous-estimé. Il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés par rapport au shoujo, puis je trouve ça dommage. J'aimerais bien lui rendre ses lettres de noblesse ce soir. Vous allez voir que c'est un genre qui est extrêmement varié, c'est extrêmement riche, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser à première vue. Et ça peut plaire à tout le monde en fait, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, petit historique, le shoujo, en fait ça veut dire en japonais, ça signifie si vous voulez un genre de manga qui est fait par des femmes et pour des femmes. Ça c'est la traduction littérale, officielle et traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des femmes qui en lisent, bien loin de là. C'est un genre qui met en avant les relations sentimentales et l'expression des sentiments. Donc on pense souvent à tort que les shoujo c'est juste des histoires d'amour, c'est très banal, c'est très quétaine. On pense qu'ils sont centrés uniquement sur la relation entre les deux protagonistes, mais la plupart du temps c'est faux. C'est très réducteur en fait comme vision. Alors le seul vrai truc là-dedans, il y a quand même du vrai, hein, c'est pas parti de rien là, mais le seul vrai truc, c'est vraiment que les shoujo, ils ont toujours une trame sentimentale. Ça, c'est vraiment la base. Mais par contre, cette trame sentimentale, ben, c'est pas toujours le thème central de l'histoire. Ça se peut qu'il y ait un sujet qui soit vraiment par-dessus ça, mais que la trame sentimentale vienne faire comme un espèce de fil rouge dans l'histoire. Donc, les sujets qu'on peut retrouver dans les shoujo, finalement, ben, ils sont aussi variés que ceux que vous pourrez retrouver dans les shonen. Vous en doutiez peut-être pas. Je vais vous le prouver ce soir, vous allez voir. Le mot shoujo en japonais, ça signifie jeune fille. Encore une fois, c'est un nom qui a été inventé traditionnellement pour désigner ce genre-là. Puis, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça a été inventé par Osamu Tezuka dans les années 50. Fait qu'on se doute que depuis les années 50, le public a évolué. Donc, Osamu Tezuka, hein, je vous rappelle, c'est le père du manga moderne. Il est surnommé le dieu du manga au Japon. Puis, c'est notamment le créateur de Astro Boy. Mais il n'a pas fait que ça. Alors, il a été très prolifique. Et puis, notamment, c'est lui qui a fondé les genres shonen et shoujo. C'est vraiment lui qui a comme fondé ces deux genres-là, puis disons qui a fondé leur code, qui les a cristallisés dans un espèce de avec une codification finalement. Fait il a créé le shonen, oui, avec notamment Astro Boy, mais il a aussi créé le shoujo. Donc il est considéré comme le père du shoujo un petit peu. Il faisait des œuvres qui étaient très novatrices pour l'époque, hein, pour les années 50. Notamment, vous connaissez peut-être Princesse Saphir. Princesse Saphir, c'est de Tezuka. Ça a été écrit dans les années 50. Ça a posé les bases du genre shoujo. Et c'était quand même très, très avant-gardiste pour l'époque. Parce que l'histoire de Princesse Saphir, c'est une princesse qui a deux cœurs. Elle a un cœur d'homme et un cœur de femme. Et donc, elle est constamment tiraillée entre ces deux personnalités et en pleine recherche d'identité. Fait qu'on se doute que
la recherche de l'identité sexuelle dans les années 50 au Japon, c'était pas un sujet qu'on voyait tous les jours, hein. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans les mangas, mais c'est très très récent. Donc, Princesse Saphir, non seulement était très avant-gardiste, mais a aussi posé toutes les codifications, autant au niveau de la scénarisation que du dessin du shoujo. Par contre, ben, le shoujo est resté un milieu très très masculin, jusque dans les années 70. C'était vraiment dessiné uniquement par les hommes. Il y avait des femmes, mais c'était très difficile pour elles de vendre leur manga, de s'insérer dans cette industrie. Le problème, c'est que les héroïnes, parce que la plupart du temps dans les shoujo, les héroïnes vont être des femmes, pas toujours, mais des femmes ou des jeunes filles, la plupart du temps des héroïnes. Donc pour simplifier, je vais dire héroïnes. Donc les héroïnes de ces créateurs, de ces mangaka masculins, elles étaient souvent assez superficielles. C'était pas mal des poupées stéréotypées qui correspondaient à ce que l'homme se représentait comme la femme parfaite, idéalisée japonaise. Donc c'était pas forcément super intéressant non plus. Alors, dans les années 70, allô Michel, comment ça va? Est-ce que c'est dommage que l'image soit floue? Non, pas du tout. Est-ce que ma caméra est sale? Attends, on va essayer de faire ça. Est-ce que ça va mieux? Dis-moi, dis-moi tout. J'ai l'impression que ça va mieux, je me vois moins flou. Je pense que ma caméra a été sale parce que j'ai fait un test tantôt, puis j'ai bouché la caméra, puis là, ça... je pense que mes doigts devaient pas être... Laisse-moi juste savoir si c'est correct. Donc je reprends. Donc, manga est resté très masculin jusque dans les années 70. Dans les années 70, il y a eu un gros changement. Il est apparu des auteurs femmes qui ont voulu commencer à se démarquer de leurs homologues masculins. Et notamment, il y a un groupe de mangaka féminines qui... Ah, merci Michel, merci pour le retour. Il y a un groupe de mangaka femmes qui se sont mises ensemble, c'est une dizaine de femmes. Allô, allô Alexis, bienvenue. C'était une dizaine... je vais y arriver. Ça fait comme 4 fois que je recommence ma phrase. Donc c'était un groupe d'une dizaine de femmes qui se sont mis ensemble en fait pour peser plus lourd dans l'industrie du manga, pour mieux faire entendre leur voix. On a appelé ce groupe le groupe de l'an 24. Pourquoi le groupe de l'an 24? Alors c'est parce qu'elles étaient toutes nées la même année, elles avaient toutes le même âge, elles étaient nées l'an 24 de l'ère... je sais plus quelle ère, mais je pense que c'est Taisho. Mais je me trompe peut-être, corrigez-moi ceux qui connaissent mieux les airs et les... donc c'était l'année 24 de l'ère Taisho qui correspondait à une certaine année de notre calendrier judéo-chrétien. Je pense que c'était les années 40, je pense, quelque chose comme ça peut-être. Alors là, moi je suis nulle dans les dates, alors corrigez-moi avec les dates s'il vous plaît. Nicolas, allô, tu nous partages tes shoujo préférés. Alors on a Sailor Moon, évidemment, grand classique, je vais en parler. Je pense que vous connaissez tous Sailor Moon, puis vous voyez bien que Sailor Moon, c'est pas juste un gars puis une fille qui vivent une histoire d'amour. Là, il y a plein d'autres trucs que ça. C'est comme le meilleur exemple. Tu aimes aussi tout le catalogue de Clamp. Oui, c'est comme des gros classiques Clamp, on adore. Merupuri et Vampire Knight qui sont du gothique. Kaori Yuki, c'est du gothique également. Mon Dieu, t'en cites des choses. Fruit Basket, je vais en parler aussi. Oran High School Host Club, j'adore dans l'humour. Lovina, que moi je classe plutôt en shonen, mais bref, c'est un autre débat. Nana et Yona, je vais en parler également. Plein de classiques, Nicolas, et plein de très bons goûts. N'hésitez pas, vous aussi, à partager vos shoujo favoris. Puis, est-ce qu'il y a un shoujo récemment, cet été, qui vous a marqué particulièrement? Donc je reprends avec mon historique du manga, du shoujo manga. Donc ce groupe de l'an 24 apparaît, cette dizaine de femmes se met ensemble, arrive à peser plus fort dans l'industrie, et donc elles sont vraiment arrivées à avoir un succès phénoménal. Donc dans ce groupe, il y avait notamment Moto Hagio, qui est aujourd'hui une des plus connues, qui a fait par exemple le cœur de Thomas, ou Poke no Ichizoku, qui était comme l'ancêtre du yaoi. Il y a Ryoko Ikeda également, qui a fait La Rose de Versailles, qu'on connaît également sous le nom de sa version animée Lady Oscar. Enfin, deux gros noms, et bien plus, mais ces deux noms-là sont les plus connus. Fait que c'est vraiment ces femmes qui ont fait évoluer le shoujo vers un genre beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond. Fait que, notamment, elles ont changé la dynamique des héroïnes. Elles ont fait des héroïnes qui étaient plus profondes, plus attachantes, qui avaient des préoccupations qui étaient plus proches de la réalité. Donc, les lecteurs et les lectrices pouvaient mieux s'identifier à ces personnages et puis mieux s'attacher, évidemment.
Euh, les personnages masculins aussi ont évolué, on leur a donné plus de profondeur, et puis on a aussi donné plus d'importance à leurs émotions, parce que jusque-là, on avait beau parler de sentiments, et ben finalement le personnage masculin, on ne voyait jamais ses émotions parce que l'homme était censé être fort et puissant et un pilier sur lequel la femme pouvait s'appuyer. Alors, finalement, l'homme avait presque pas d'émotions, enfin, ça servait pas à grand-chose finalement. Donc, elles ont fait évoluer tous ces personnages-là. Elles ont fait évoluer également la façon de raconter les histoires. Puis une autre chose qu'on remarque, en fait, on ne le remarque plus parce que c'est devenu une habitude aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous trouver le bon manga pour faire ça. Voilà. Ce qu'elles ont apporté aussi, c'est la disposition des cases et des dessins dans les cases. Avant le groupe de l'an 24, les mangas avaient tous des cases qui étaient toutes régulières, comme en forme de rectangle, ça s'appelait des gaufriers. Donc c'est comme la page était découpée en 8 rectangles, tous identiques. Et donc on était très... l'auteur avait pas pouvait pas laisser libre cours à sa créativité et pouvait pas non plus laisser ses personnages vivre comme il souhaitait dans ces cases qui étaient toutes les mêmes. Alors, le groupe de l'an 24, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont commencé à faire des cases, comme on le voit dans Sailor Moon ici, qui étaient déstructurées. Donc, qui ne faisaient pas toute la même taille, qui étaient triangulaires, des personnages qui sortaient des cases. C'est des choses qu'on voit tous les jours aujourd'hui dans le manga, fait qu'on n'y fait plus attention, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Et c'est vraiment ce groupe-là qui a inventé cette manière de dessiner, qui aujourd'hui est utilisée non seulement dans les shoujo, mais aussi dans les shonen à très très large part. Donc vraiment une très grosse modification dans la manière de faire les mangas. Elles ont aussi apporté un renouveau dans les sujets. Alors, les sujets beaucoup plus féministes sont arrivés, notamment comme la Rose de Versailles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Rose de Versailles ou Lady Oscar, on parle de Marie-Antoinette, qui est reine à la cour de France pendant la Renaissance, et qui a des idées politiques qu'elle veut imposer à la cour, mais personne ne l'écoute parce que c'est une femme. Alors elle va fuir, puis elle va revenir travestie en homme afin de s'imposer et d'imposer sa politique. Donc, une thématique quand même plutôt féministe, encore une fois, qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui à l'époque ne se faisait pas du tout. C'est notamment ces œuvres de ce groupe-là qui ont aidé les mouvements d'émancipation des femmes qu'il y a eu au Japon au milieu des années 70, vers 1975, quelque chose comme ça. Donc ça a eu aussi un effet sur la population en général, ce que je trouve quand même assez cool. Fait qu'ensuite, le genre a évolué, il y a eu plein d'évolutions successives, et puis les évolutions les plus remarquables de ce genre-là, c'est les années 90, le shoujo sentai. Donc le sentai, c'est le manga de super-héros, donc le shoujo sentai, c'est le manga de super-héroïne, et notamment avec des Sailor Moon, avec des Sakura Card Captor. C'est là qu'on arrive dans un genre très différent avec des auteurs, puis notamment Naoko Takeuchi, l'auteur de Sailor Moon, qui se dit mais attends, moi j'aime ça l'histoire d'amour, mais j'aime aussi l'action. Et pourquoi il n'y a pas un manga qui réunit les deux? Et donc elle popularise le shoujo sentai avec Sailor Moon, où on a des héroïnes qui sont extrêmement fortes la nuit quand elles revêtent leur costume de Magical Girl et qu'elles vont se battre contre les méchants, mais qui le jour vivent des préoccupations d'adolescentes ben normales qui essaient de se trouver des chums, de vivre leur première histoire d'amour, d'aller magasiner entre amis. Bref, c'est complètement différent d'un shoujo où on a juste une petite histoire d'amour entre deux personnages, il y a beaucoup d'action. Michel, tu demandes est-ce que Minifé peut être considéré comme un shoujo? Je connais moins Minifé parce que moi j'ai grandi en France puis il n'y avait pas Minifé là-bas, mais de ce que j'en ai entendu dire, oui, je pense que ça serait considéré comme un shoujo. Et Alexis, tu aimes Sakura? Oui, je sais, t'es un grand fan de Sakura. Et moi aussi d'ailleurs, hein, j'ai grandi avec Sakura, fait que c'est le manga de mon enfance, l'anime de mon enfance. Alors ensuite, 10 ans plus tard, une autre évolution, c'est dans les années 2000, c'est le shoujo humoristique avec l'héroïne réaliste. Alors ça, c'est... tiens, je l'avais pas avec moi, mais je vais le prendre. Ça a été popularisé par Natsumi Aida, l'auteur de Switch Girl.
Et en fait, ce qui se passait, c'est que jusque dans les années 2000, quand on avait des shoujo qui étaient plus centrés sur l'histoire d'amour que sur l'action, on avait des héroïnes qui étaient assez clichés. Elles étaient toujours de la même manière, elles étaient comme parfaites, mignonnes, bonnes à l'école, très discrètes, hein, bien sûr, parce que les japonaises sont souvent discrètes. Bref, elle était comme tellement parfaite qu'on pouvait pas trop s'identifier à elle. Et avec Switch Girl, Natsumi Aida a vraiment complètement fait basculer cette héroïne en introduisant une héroïne réaliste. Donc une héroïne qui, dans Switch Girl, a un mode on, un mode off. Quand elle est en mode on, c'est quand on peut la voir, quand elle est à l'école, elle est super populaire, elle est bonne à l'école, elle s'habille bien, elle est proche de la mode, elle se maquille, tout ça, elle est parfaite. Et puis quand elle est en mode off, quand plus personne peut la voir, qu'elle est dans sa chambre, ben là, elle enlève ses verres de contact, elle met ses horribles lunettes, elle se met ses bigoudis pour être belle le lendemain, elle s'habille pas, elle reste en pyjama, elle s'épile pas, elle range pas sa chambre est vraiment dégueulasse, et puis elle court les promotions dans les supermarchés. Bref, c'est un peu du grand n'importe quoi. Fait avec cette héroïne, Natsumi Aida veut nous montrer que on n'est pas toutes des filles parfaites et c'est correct. Puis ne vous inquiétez pas, j'espère que vous aurez envie de lire Switch Girl parce que c'est un excellent manga humoristique, mais ne vous y trompez pas trop parce que les gars vont en prendre plein leur grade aussi. Et puis dans les années 2010, on a eu encore une autre évolution qui était les sujets plus psychologiques. Donc on a une trame sentimentale, mais par là-dessus on veut apporter une réflexion sur un sujet spécifique, comme dans Real Life, que vous connaissez probablement très bien, avec un héros qui est un gars pour le coup, qui a une trentaine d'années, qui avale une pilule qui lui fait retrouver l'apparence de ses 17 ans, et on lui demande de revivre toutes ces années au secondaire ou au cégep, je sais plus. Et puis bah, il va apprendre à essayer de se faire une nouvelle vie, puis avoir une vie meilleure que ce qu'il avait avant. On a aussi Orange dans les classiques de ce genre que je recommande tout le temps. Ça, si vous avez jamais essayé du shoujo et que vous voulez tenter un titre, essayez Orange. Comme vous n'avez pas le choix, c'est lui qu'il faut prendre. Orange, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui reçoit une lettre écrite par elle-même 10 ans plus tard. Elle lui dit qu'elle a beaucoup de regrets dans la vie par rapport à la jeune fille qu'elle était. Elle était très timide, elle n'arrivait pas à s'assumer, puis à assumer ses choix et à faire entendre sa voix. Enfin, finalement, elle faisait toujours marcher dessus. Et ça lui a joué beaucoup de tours dans la vie. Alors, la jeune femme de 26 ans qu'elle est lui écrit une lettre par jour où il va se passer des choses qui peuvent sembler anodines. C'est des petits événements du quotidien, on n'y fait pas attention quand on les vit, mais finalement, étant adolescent, ben, ça contribue à construire l'adulte qu'on va devenir. C'est vraiment ça qui nous forge en tant qu'adulte. Alors, elle lui fait revenir sur tous ces éléments, puis elle termine sa lettre en lui disant, ben, tu sais, t'es amoureuse d'un gars, ben, ce gars-là, il va avoir un terrible accident dans quelques mois, et tu pourrais empêcher que ça arrive. Allô José, oui je sais que tu aimes Orange. Je me rappelle quand on en parlait il y a des années de ça. Donc voilà, comme vous voyez, le shoujo a connu beaucoup d'évolutions. C'est un genre à part entière qui est très riche. Puis la dernière question c'est, avant de passer à mes recommandations, la dernière question c'est est-ce que shoujo c'est pour les filles? Parce que finalement, shoujo ça veut dire jeune femme ou jeune fille en japonais. Là je suis en train de dire que traditionnellement c'est fait par des femmes pour des femmes. Et donc le shoujo c'est pour les filles, puis les gars lisent pas de shoujo, c'est ça? Eh ben non, pas du tout. Donc le shoujo, je rappelle que la base du shoujo, quelle que soit la trame narrative et quelle que soit l'histoire principale et le sujet, la base du shoujo ça signifie mettre en avant ses émotions, ses sentiments. Tout le monde ressent des émotions, tout le monde a des sentiments, quels qu'ils soient, hein, même les sentiments négatifs comme la colère ou la peur. Qu'on soit un gars ou une fille, on a tous des émotions et des sentiments. Donc, de par la nature même de ce que le shoujo veut mettre en avant, ben ça prouve tout simplement que les shoujo sont faits pour tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde va aimer, mais ça, tout le monde n'aime pas les shonen non plus. Nicolas, tu dis non, c'est pas pour les filles, j'en dis tout plein. Oui, merci. Je milite pour qu'il y ait plus de gars qui lisent du shoujo. Vraiment, vous allez voir avec les titres que je vais vous présenter, ça peut vraiment plaire à tout le monde. Alors pour vous y retrouver un peu mieux, il y a toujours nos pastilles hein, qui sont là. Donc on a la pastille 100% sentiment avec les mangas plutôt classiques qui eux vont être quand même centrés sur l'histoire d'amour. Alors sur les émotions surtout. Donc soit histoire d'amour, soit histoire d'amitié, soit relation familiale, ça peut être un peu tout ça, mais souvent histoire d'amour quand même, assez classique, assez mignonne, avec une héroïne souvent avec laquelle on va s'attacher, des beaux dessins. Le gros classique hein, dans ce genre-là, c'est Blue Spring Ride. Si vous voulez commencer avec une histoire d'amour classique et une héroïne à laquelle on s'attache, celui-ci est parfait. Blue Spring Ride, on suit une jeune fille qui retrouve
Elle est au secondaire, fin de secondaire, elle retrouve un gars dont elle était amoureuse quand elle était petite en primaire. Ils avaient vécu une histoire d'amour, entre guillemets, mais comme les enfants pourraient le faire. Et lui, ses parents avaient déménagé, fait qu'ils se sont perdus de vue. Et puis là, il revient, elle le croise par hasard, il arrive dans sa classe, mais il a changé de nom. Et il ne semble pas avoir aucun souvenir d'elle ni de quoi que ce soit de cette époque. Fait qu'elle elle va essayer de reconstruire un petit peu les bouts perdus. C'est super beau, puis c'est terminé en 13 volumes, c'est pas une grosse série. Ensuite, vous avez la pastille humoristique où vous allez retrouver les styles un peu bad boy comme He's a Beast. Ça, pour moi, c'est un des classiques des mangas de Bad Boy. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a peur des gars parce qu'elle se faisait tout le temps harceler quand elle était petite, puis elle les tient vraiment loin d'elle. Et puis un jour arrive un nouvel élève dans sa classe. Je vais vous montrer un peu les dessins, c'est quand même cool, c'est super bien dessiné. L'auteur produit beaucoup, elle dessine super bien. Un jour arrive dans sa classe un gars qui est c'est un bad boy, puis il est vraiment imbuvable, vraiment insupportable. Fait qu'elle essaye de s'éloigner le plus possible de lui, puis quand elle rentre à maison le soir, son père lui annonce que il vient de se remarier, son père était divorcé, il vient de se remarier avec une femme qui va venir habiter chez eux avec son fils, et son fils, ben, c'est ce gars-là, fait qu'il va vivre sous le même toit qu'elle, alors qu'il est tout bonnement insupportable. Donc on se doute que ça va donner lieu à des clashs et donc c'est vraiment le style humour bad boy. Vous avez vraiment le style comédie classique aussi. Alors pour moi le classique dans la comédie c'est vraiment, alors j'ai parlé de Switch Girl tantôt, c'en est un, ça c'est clair, c'est un incontournable de l'héroïne réaliste. Et puis sinon vous avez Maid-sama. Évidemment. José, je sais que tu adores Maid-sama, je m'en souviens. Maid-sama, c'est l'histoire d'une fille qui a une double vie. Fait qu'elle va à l'école, et puis quand elle a fini l'école, sa famille est très pauvre, fait qu'elle a besoin de se trouver une job. Et en fait, elle travaille dans un bar à hôtesse. Enfin, pas dans un bar à hôtesse, dans un maid café, mais c'est présenté comme c'était un bar à hôtesse, comme c'était honteux. Puis finalement, son secret va être découvert. Nicolas, tu aimes C'était nous et Your Lie in April. Oui, j'ai jamais lu C'était nous, tu vois, j'ai jamais eu l'occasion. Your Lie in April, c'est très très bon. Marianne, tu aimes Maid-sama aussi, yes. Et tu vois, José, je m'étais pas trompée, je savais. Et tu le fais lire à ta fille de 13 ans. Ah, ça c'est cool, j'aime ça quand les parents commencent à faire découvrir leurs mangas préférés à leurs enfants, j'aime ça. J'ai LDK aussi. Qui est vraiment, qui, pour moi, qui est en train de devenir un classique dans ce genre-là. Alors, LDK, c'est une histoire de colocation forcée. Notre héroïne habite à côté du beau gosse de l'école. Elle veut pas que ça se sache parce que là, elle pense que après ses copines vont toujours venir chez eux. Puis là, elle veut vraiment pas faire ça. Puis elle l'aime pas vraiment. Sauf que lui a un dégât des eaux dans son appartement. La propriétaire lui dit, ben regarde, vous avez le même âge, vous allez à la même école, pouvez-vous coloquer pendant comme quelques semaines le temps que je refasse l'appart. Fait que là, a pas trop le choix d'accepter. Ils mettent des rideaux en plein milieu pour séparer en deux appartements. Mais bien évidemment, il va y avoir plein de situations très embarrassantes qui vont se passer, notamment quand la meilleure amie de notre héroïne surgit dans la maison et qu'elle veut surtout pas que ça se sache et qu'il se cache dans la salle de bain. Bref, donc c'est LDK. Et puis pour ceux qui ont aimé LDK, sachez que l'auteur a sorti une nouvelle série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça s'appelle Men's Life. Je vais vous montrer un peu les dessins. C'est une série qui met en scène des jumeaux, un gars et une fille. Ils sont identiques vraiment physiquement, mais par contre de caractère, ils sont extrêmement différents. Le frère de notre héroïne, lui, il est très extraverti, il est très très comme populaire à l'école, il est toujours en train de se faire des amis, de sortir, etc. Puis elle, au contraire, elle est très renfermée, elle est presque un peu otaku, elle reste toujours dans sa chambre, elle passe sa journée à comme écouter des animes, à lire des mangas, tout ça. Puis un jour, il va lui annoncer, son frère, qu'il est tombé amoureux d'une fille, que cette fille part en Australie pour poursuivre ses études comme un échange entre écoles, et qu'il va la suivre. Et par contre, et il demande à sa sœur de le remplacer à l'école et de le remplacer dans le club de volleyball. C'est du volleyball? Oui, c'est du volleyball. Ce qu'elle finit par, elle est vraiment pas du tout, elle a vraiment pas du tout envie de faire ça, mais finalement elle le fait quand même. Et puis dans ce club de volleyball, il y a le gars le plus séduisant de l'école, mais que elle va avoir beaucoup de mal à aborder. Donc, beaucoup de situations cocasses, un petit peu comme dans LDK, c'est Men's Life.
Puis vous avez une nouvelle pastille. Donc, nouvelle pastille, ça va être la pastille aventure, que moi j'aime beaucoup parce que ça va mêler l'action, les héroïnes fortes avec un côté sentimental. Donc, notamment, on a cité Yona tantôt. Ben, Yona en fait définitivement partie. Alors, je sais pas si vous saviez, mais Yona, elle a les cheveux rouges. Puis quand on voit une héroïne avec des cheveux rouges, souvent ça signifie que c'est une héroïne forte. C'est une connotation qui a cette signification au Japon. Alors Yona, c'est une princesse qui est amoureuse secrètement de son cousin éloigné qui est parti faire la guerre et voilà. Puis un jour, il revient victorieux de ses combats et le père de Yona, le roi, organise un grand banquet en l'honneur de ce gars-là. À la fin du banquet, alors que Yona entre dans la chambre de son père, elle trouve l'homme qu'elle aime en train de poignarder à mort son père, le roi, afin de lui prendre son trône. Et comme elle l'a vu, il va s'en prendre à elle. Cette soirée-là, Yona perd tout. Elle perd non seulement son trône parce qu'elle devait être l'héritière, elle perd l'homme qu'elle aime, elle perd son père, et elle perd aussi son chez eux, sa maison, parce qu'elle va être obligée de fuir, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est juste la tuer pour pas qu'elle raconte ce qu'elle a vu. Alors, elle va s'enfuir avec son garde du corps, elle va, en fait, d'une héroïne qui est assez pleurnicharde au début, elle va s'entraîner pour revenir plus forte afin de récupérer son trône et de venger son père. Donc c'est Yona. Tu aimes beaucoup la pastille aventure? Ouais, moi je pourrais dire que c'est ma préférée. Il y a plein de beaux mangas. Je veux toujours parler de la fleur millénaire dans ce genre-là, mais malheureusement, il n'existe plus. On l'a plus. Et puis, dans l'aventure, moi je mets aussi là-dedans tout ce qui est Shoujo Sentai, donc Sailor Moon et Sakura Card Captor. Alors c'est pas très à la mode, hein, j'ai pas de nouveaux livres à vous présenter en Shoujo Sentai, c'est pas vraiment un genre super à la mode en ce moment. Ce qui se fait beaucoup plus, c'est les Magical Girls décalés, soit humoristiques, soit complètement trash, comme Magical Girl of the End par exemple. Mais là on n'est plus dans le Shoujo, fait qu'on va pas parler de ça aujourd'hui. J'ai également ma pastille 16+, donc réservée à un public 16 ans et plus, où on va retrouver soit du harem, soit des shoujo avec des scènes plus érotiques, plus osées. Donc en harem, j'ai notamment un classique, Alice au Royaume de Cœur. Je le présente comme ça parce que il se met dans ce sens-là, mais le titre est là. Donc Alice au Royaume de Cœur, qui est une revisite de Alice au Pays des Merveilles, où notre Alice se retrouve dans un pays des merveilles où chacun des personnages a la capacité de se transformer en beau garçon, et vont tous successivement tomber amoureux d'elle, fait qu'elle va avoir comme plein d'histoires d'amour avec tous ces personnages. Fait qu'il y a le chat de Cheshire, il y a le chapelier, il y a comme le lapin, il y a comme tous les personnages de Alice au Pays des Merveilles. Et vous avez plusieurs petites séries, c'est des séries courtes. Et puis également, un de mes classiques dans la pastille 16+, c'est Teach Me Love, où là on est vraiment réservé à un public. Alors, je reprends, on classe le harem dans le 16 ans et plus, mais il n'y a pas forcément de scène explicite, c'est juste un peu plus mature. Par contre, on va être vraiment sur du 16+, absolument, avec des scènes vraiment explicites, où c'est une jeune fille qui est très réservée. Alors, je vais faire attention à ce que je vous montre, voilà. Pas de scène explicite à l'écran, s'il vous plaît. Donc c'est une jeune fille qui semble très réservée, et puis elle va sortir avec un gars, et puis en fait il va se rendre compte que elle est pas du tout si réservée que ce qu'elle semble être, et elle va l'attirer lui, alors que lui pensait être assez mature, assez dégourdi et tout ça. Ben, elle va l'entraîner lui dans des jeux qu'il n'aurait jamais soupçonné. Donc ça c'est Teach Me Love. Justement, Nicolas, tu parles de la pastille gothique, j'y viens. Le classique dans la pastille gothique, c'est Vampire Knight, qui est une sorte de Twilight revisité. Alors dans les gothiques, on a souvent une héroïne, des démons qui peuvent être des vampires, des loups-garous, n'importe quoi, des yokai. Et puis souvent, ils vont avoir la capacité de se transformer en beaux gars. Donc Vampire Knight, c'est vraiment le style Twilight, vraiment Anne Rice. Et vous avez tout ce qui est Kaori Yuki également, qui est très connu dans ce genre-là. Puis ma dernière pastille shoujo, c'est vraiment le psychologique. Je vous ai parlé de Orange, qui est mon classique, mais j'en ai quelques autres à vous présenter.
Alors, je vais vous présenter maintenant des mangas qui sont un petit peu moins connus, puis qui font partie de mes coups de cœur du moment, ou classiques. Alors, j'ai oublié un classique dans la pastille humoristique, mais je voulais absolument le citer parce que vraiment, c'est une perle rare. Alors, c'est Hana Yori Dango, qui est un vieux manga. Vous allez voir un peu le design, vous allez voir comme ça a vieilli. Ça date des années 90. Puis, c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans une école qui était avant réservée aux gars. C'est la première année où il y a des filles dans cette école. Et donc les gars vont lui en mettre mais plein la tête. Elle va vraiment s'en prendre plein la face. Et finalement, elle va décider de s'affirmer et de s'imposer et de rendre l'appareil aux gars. Fait qu'il y a plein de trucs, de scènes hyper humoristiques. C'est très très cool. Hanayori Dango. Euh, alors, j'ai parlé de Teach Me Love. L'auteur a sorti récemment une nouvelle série qui s'appelle Teach Me More, qui pourrait, vu le titre, sembler être une suite à Teach Me Love, mais en fait pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste un petit peu le même type de manga où on a une jeune fille et en fait c'est un peu l'inverse. Dans Teach Me Love, c'est le gars qui est initié, là c'est la fille qui va être initiée. Donc c'est une jeune fille qui veut gagner sa vie en tant que fille de joie, parce qu'elle pense que c'est la chose qui va lui rapporter le plus d'argent pour le minimum d'efforts, sauf qu'elle n'a aucune expérience, et donc elle va trouver un gars qui veut bien lui montrer comment ça se passe. Donc c'est Teach Me More. Euh, dans les shoujo classiques, très mignons, très fleur bleue, j'ai Un baiser à la vanille, qui est une série terminée en 9 volumes, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une fille qui... Alors, c'est la même auteure que Paradise Lost, que vous connaissez peut-être. Et puis, c'est une fille, quand elle va à l'école, chaque matin, elle prend le train. Et chaque matin, monte juste après elle un gars qui est dans son école et qui sent la vanille, comme le parfum à la vanille, et c'est son odeur qui va faire en sorte qu'elle va tomber amoureuse de lui et qu'elle va essayer d'en savoir plus sur ce gars-là et se rendre compte qu'il cache un secret. Donc c'est Un baiser à la vanille. J'ai de la même auteure que He's a Beast, j'ai Bad Boyfriend, beaucoup moins connu. C'est une série qui est terminée en 2 volumes, donc série très très courte. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est super originale. Alors, c'est l'histoire de... C'est un petit peu plus mature, mais il n'y a pas de scène explicite du tout. C'est l'histoire d'une fille qui se rend à une fête. Elle est comme au cégep. Il y a une fête dans sa classe, un gars de sa classe qui organise une fête, puis il y a pas mal d'alcool. Elle boit un peu trop. Et le lendemain, elle se réveille dans son lit avec le bad boy de la classe, qui lui fait très peur, hein. Donc elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et elle bondit du lit en se disant Oh my god, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis est-ce qu'il va me frapper? Est-ce qu'il va me tuer? Qu'est-ce qu'il va se faire? Ce gars-là a vraiment une super mauvaise réputation. Et puis, quand il se réveille, il va commencer à parler avec elle. Et en fait, elle va se rendre compte que il a une réputation de bad boy parce que il vient d'une famille de yakuza, de près ou de loin. Mais finalement, c'est un amour. Il est vraiment adorable. Et en fait, ils vont vivre une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus belle et de plus harmonieuse. Et j'aime vraiment beaucoup la morale de cette histoire. Donc c'est Bad Boyfriend. Ne jamais se fier aux apparences. Dans les mangas les shoujo d'aventure, j'ai donc aventure et historique, j'ai les Chroniques d'Aspareo, très très beau manga, super bien dessiné, qui est paru récemment. Les Chroniques d'Aspareo, on est dans un royaume médiéval, imaginaire, où une jeune fille va se trouver une job au palais impérial. Et cette job-là, c'est de prendre soin d'un dragon. Ce dragon bleu, qui est un dragon extrêmement rare, qui apporte beaucoup de bienfaits parce qu'il a comme une sorte de pouvoir magique. Et ces pouvoirs apportent énormément de bienfaits au royaume. Donc sa job va être de veiller sur la bonne santé du dragon. Et peu de temps après être arrivée, elle va se rendre compte qu'en fait le dragon est le prince héritier du royaume qui a la capacité de se transformer en dragon et qui est ici pour une raison bien particulière que je vous révélerai pas, et qui va lui révéler son secret et de là va débuter leur relation. Donc c'est les Chroniques d'Aspareo qui vont vraiment allier de l'aventure, une partie très émotionnelle, puis une partie sentiment bien plus classique. Figurez-vous qu'il y a aussi des shoujo de sport. Il y en a beaucoup moins que les shonen de sport, mais il y en a 2-3 qui sont super bons, puis notamment celui-ci.
qui est paru au début de l'été, qui s'appelle En Garde. Vraiment une magnifique découverte. Alors, En Garde, c'est sur le thème de l'escrime. Ah, Nicolas, t'as aimé les chroniques d'Asfareo, ça me fait bien plaisir. Euh, donc, En Garde, sur le thème de l'escrime, on suit une jeune fille qui a été voir avec ses parents quand elle était petite une compétition d'escrime, qui s'ennuyait un peu, qui comprenait pas grand chose, mais bref, ça lui a pas laissé un souvenir impérissable, mais bref. Puis un jour, rendue adolescente, elle pénètre dans le gym de l'école et elle tombe sur ce combattant en escrime qui est seul, qui est masqué évidemment puisque c'est un escrimeur comme ici, et puis qui a une classe folle. Elle tombe en admiration devant cet escrimeur. Ça lui fait remonter tous ses souvenirs d'enfance. Elle se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de ce sport et elle commence à pratiquer l'escrime. Puis, donc, on va suivre toute son évolution dans le sport à la même manière qu'un shonen, finalement. Mais, ce qu'elle a aussi derrière la tête, c'est que elle est tombée en fait folle amoureuse de cet escrimeur qui avait le visage masqué et elle veut absolument savoir qui c'était. Fait qu'elle va mener son enquête pour essayer de trouver le bel escrimeur, qui est peut-être pas beau finalement, hein, parce on voit pas son visage, mais elle s'est comme forgé une image de ce gars-là. Fait qu'une super belle histoire avec le côté mystérieux qui est vraiment bien rendu, l'histoire d'amour qui est super belle, le côté sportif intéressant, très bien dessiné, des très très belles scènes d'action, fait que vraiment un beau manga. Puis moi je connaissais rien à l'escrime, fait que j'ai appris plein de trucs. Donc ça s'appelle En Garde. Un peu plus vieux, mais assez inoubliable. Ménage à trois. Alors, Ménage à trois, c'est une série qui est terminée en 3 tomes, justement. C'est un triangle amoureux que je classe dans le harem 16+, avec pas de scène explicite, mais un peu plus mature. Donc, c'est un nerd, une idol et un acteur qui vont être amenés à vivre tous ensemble et plus si affinité. Donc, Ménage à trois. Donc, si vous avez aimé Teach Me Love, probablement que vous allez aimer celui-ci aussi. Allez, j'entre dans mes coups de cœur top ultime, parce que là évidemment je l'ai fait, maintenant il m'en reste 4, puis là c'est mes top top top. Alors, Nos Précieuses Confidences, passé malheureusement un peu trop inaperçu, sorti très très récemment. On en est déjà à 4 tomes, il est sorti avant l'été, je pense qu'il est sorti cet hiver. Et en fait, Nos Précieuses Confidences, ça se passe à huis clos, mais c'est pas un vrai huis clos. C'est super original au niveau du setting. En fait, c'est un gars puis une fille qui vont se rencontrer parce que tous les jours en sortant de l'école, ils attendent le train sur le même quai de gare, et au moment... En fait, ils prennent pas le même train. Donc c'est juste pendant qu'ils sont sur le quai, ils se côtoient, ils sont assis sur le même banc, puis ils se parlent jamais. Puis un jour, il va y avoir un événement qui va faire qu'ils vont engager la conversation. Puis finalement, ils vont devenir chacun un peu accro à ces petits moments d'intimité puis de bonheur qu'ils ont ensemble. Fait que tout va se passer sur le quai de la gare, en tout cas pour les premiers volumes. On va voir les jours, les semaines, les mois, les saisons qui vont passer, mais toujours avec ce même plan très fixe. Fait que c'est très théâtral en fait, et on va suivre un petit peu l'histoire d'amour qui va se build up, mais c'est un rythme assez lent, beaucoup plus lent que ce qu'on trouve dans les autres shoujo, fait que c'est très délicat, et c'est vraiment une très très belle découverte, avec 2 personnalités qu'on voit, qui sont pas du tout clichés, qu'on voit assez rarement dans les mangas, fait que vraiment un manga qui gagnerait à être beaucoup plus connu, c'est Nos Précieuses Confidences. Un autre qui est un peu plus ancien, il date d'il y a quelques années déjà. Il est fini en 3 tomes, donc ça fait un moment qu'il est terminé. Mais je trouve aussi qu'il n'est pas assez connu. C'est Le Secret de l'Ange. Alors il y a une gamme de shoujo manga qui se veut un peu plus dramatique, où on aborde des sujets plus difficiles. Et Le Secret de l'Ange en est un. Et il y a une enquête policière par là-dessus. Fait que c'est un manga qui est vraiment très complet. C'est une jeune fille dont la professeure de dessin est décédée quand elle était, en fait, pendant qu'elle était en train, pas pendant qu'elle était en train de lui faire une leçon, mais au même moment où elle prenait ses leçons. Je veux dire, elle a pas été, elle n'est pas tombée morte pendant qu'elle lui enseignait quelque chose, là, mais un jour elle était là, puis un jour elle est revenue pour son cours, puis sa professeure était décédée. Et elle adorait cette professeure, c'était un modèle pour elle, alors elle s'en est jamais vraiment remise, et tous les ans, à l'anniversaire de sa mort, elle vient porter des fleurs sur sa tombe, elle vient visiter le cimetière. Puis un jour, elle retrouve un gars
sur cette tombe alors qu'elle l'avait jamais vue ici. Et ils vont faire connaissance. Il va s'avérer que ce gars-là est le frère de la professeure qui cherche à élucider l'enquête sur sa mort. La mort avait été, on avait conclu à un suicide, mais lui il est persuadé que sa sœur n'a pas pu se suicider. Et donc depuis toutes ces années, il enquête pour savoir ce qui est bien pu arriver à sa sœur. Et il est persuadé que c'est notre héroïne la coupable. Et donc finalement, ils vont un petit peu s'allier pour essayer de mener l'enquête, puis savoir ce qui s'est réellement passé, puis la relation va se développer entre les deux. Fait que c'est vraiment, comme je disais, un super bon manga, parce que c'était très complet. Il y a le côté plus dramatique, avec le deuil, passer par-delà le deuil. Il y a le côté enquête policière et mystère et suspense, puis il y a le côté histoire d'amour. Donc avec un personnage, le personnage masculin a une personnalité quand même assez atypique dans les mangas. Fait que c'est Le Secret de l'Ange. Et j'en arrive au clou du spectacle. Alors il me reste il me reste un shoujo qui est pour moi la romance, c'est ma romance de l'été, c'est vraiment celle qui m'a fait le plus triper cet été. Mais j'en ai mis une deuxième parce que c'est pas vraiment un shoujo, c'est un josei, mais il m'a fait comme encore plus triper. Alors je voulais quand même en parler, même si je m'étais promis que je parlerais pas de josei aujourd'hui, parce qu'on peut pas tout parler. Alors mon shoujo coup de cœur, ma romance de l'été, c'est I Fell in Love After School. C'est un shoujo qui est aussi bien réussi sur le plan graphique que sur le plan scénaristique. Vous allez voir que les dessins sont complètement magnifiques. Écoutez, en fait c'est simple, tous les personnages sont beaux, les gars comme les filles, c'est comme si c'était un monde où tout le monde est juste magnifique. Alors ça fait plaisir, c'est peut-être pas très réaliste, mais ça fait plaisir à voir. Vous voyez ces superbes graphismes, très très bien détaillés, très très bien réussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est au cégep et son frère est dans le même cégep qu'elle, il est un peu plus vieux et il est président du club de volleyball. On reparle de volleyball encore. Elle est assez solitaire, elle se fait pas beaucoup d'amis, puis surtout elle veut pas être dans un club, ça l'intéresse pas du tout. Mais son frère va lui demander un service, il va lui demander s'il peut devenir la manager de l'équipe de volley, donc s'occuper finalement de faire tout ce qui est administratif, rangement de la salle, etc. S'occuper de faire en sorte que les joueurs aient tout ce qu'il faut pour jouer. Donc il va lui demander d'être cette manager là parce que je m'excuse, il y a eu un très gros bruit dehors. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je ne sais pas ce que c'était. Ça faisait vraiment peur. Donc, il lui demande d'être la manager du club de volley pour lui rendre ce service. Et il lui demande en fait une mission en particulier. Il y a un joueur qui voudrait séduire, qui est un ancien champion de volleyball. Il voudrait absolument que ce champion rejoigne son club, mais il refuse obstinément. Alors, ce gars engage sa sœur, notre héroïne, afin de convaincre ce gars-là d'intégrer le club de volleyball. Et bien sûr, cela va donner lieu à une histoire d'amour. Vous voyez, regardez, ce genre de plan est juste magnifique. Ah, c'est lui. Il y a vraiment beaucoup de profondeur dans les yeux des personnages. C'est vraiment très très bien réussi. Donc, une histoire somme toute assez classique, hein, on va pas se mentir, mais c'est tellement réussi que ça nous fait vraiment, vraiment triper. On a juste envie de savoir la suite, on a juste envie que ça se passe bien entre les deux personnages. Et en plus, c'est une série qui va être terminée, elle est juste commencée, puis elle va être terminée en seulement 8 tomes, donc une petite série relativement courte. Donc ça s'appelle, je rappelle, I Fell in Love After School, et c'était ma romance de l'été. Et puis ma dernière romance de l'été, comme j'ai dit, c'est vraiment mon gros coup de cœur, puis je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça va probablement faire partie de mes coups de cœur de l'année au complet, mais c'est plus un josei. C'est juste que si vous aimez la romance et que vous aimez les romances un peu plus matures, vous pouvez pas vraiment passer à côté. C'est Kowloon Generic Romance. Alors ce manga-là, c'est la dernière série en cours, excusez-moi, de l'auteur de Après la pluie. Vous connaissez peut-être Après la pluie qui avait eu un succès phénoménal, l'adaptation en live action était juste malade, et avec Kowloon, elle remet ça, puis c'est juste extraordinaire. Fait qu'on a... Ça se passe donc à Kowloon, qui était l'ancienne cité la plus densément peuplée au milieu de Hong Kong. Mais c'est une Kowloon qui est à la fois très nostalgique, parce que ça a été détruit dans les années 90, fin 90 si je me rappelle bien. Donc il y a un côté très nostalgique à ça, où on retrouve l'architecture si spécifique de Kowloon, comme sur ce plan ici. Donc il y a un côté très nostalgique et très rétro, on le revoit ici. Mais en même temps, c'est une Kowloon qui est futuriste. Fait qu'on est
dans un passé rétro-futuriste avec des éléments de science-fiction. Le tout est très bien amené et très cohérent ensemble. Et on suit cette jeune femme qu'on voit tout le temps en train de manger de la pastèque et de fumer des cigarettes, qui travaille dans une agence immobilière. Et tout va se passer en fait autour d'une histoire d'amour entre collègues qui sont à la base même pas capables de travailler ensemble parce qu'ils peuvent pas se voir, ils ont pas du tout la même façon de travailler. Une toute petite agence immobilière avec juste 2 employés puis le boss et ces cet homme et cette femme qui se fréquentent régulièrement, qui vont apprendre à se connaître. Donc attention, c'est quand même mature, hein, c'est plutôt réservé aux adultes. C'est un rythme très lent où on va apprendre à apprivoiser nos personnages. C'est vraiment très très réussi, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc ça s'appelle Kowloon Generic Romance et c'est ma deuxième romance de l'été, mais en josei cette fois. C'est pas mal ça qui va conclure mon live aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce live spécial sur les shoujo. J'espère aussi, je sais que c'est un thème qui est moins populaire, mais j'espère que ça vous a quand même donné envie de découvrir les shoujo pour ceux qui connaissent pas. J'espère que je vous ai donné plein de bonnes recommandations pour ceux qui connaissent déjà les shoujo. Que n'hésitez pas à commenter, me dire si vous avez lu certains de ces livres-là, à me dire ce que vous avez aimé, moins aimé, etc. J'aime toujours avoir vos avis. Merci beaucoup. On va se retrouver pour un prochain live le mois prochain. Et puis également, ceux qui seront à l'Otakuton cette fin de semaine, on se verra là-bas probablement. Venez me parler, je serai dans notre booth virtuelle de tous les jours jusqu'à 23h. Merci beaucoup, merci Nicolas pour ton feedback et bonne soirée. Salut!